En Belgique, chaque personne qui travaille finance la sécurité sociale via des cotisations. À ce niveau, il s'agit donc bien d'une assurance individuelle. Mais les différentes allocations et prestations sont octroyées selon une autre logique. On distingue en effet les droits propres ou directs, qui protègent directement le travailleur qui cotise, et les droits dérivés ou indirects, qui couvrent les autres membres de son ménage, enfants ou conjoints. Ce système pose deux types de problèmes. Tout d'abord, il pénalise certaines personnes sur base de leurs liens familiaux. Quand je suis chômeuse ou chômeur ou bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, l'allocation que je vais recevoir va dépendre et de la composition et des revenus éventuels des autres membres du ménage. Résultat des courses, mais si je suis chômeur, chômeuse ou bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, il est évident que le fait de me mettre en ménage avec quelqu'un d'autre va me pénaliser dans mes revenus. Ensuite et surtout, ce système induit des choix de vie dont les personnes ne mesurent pas toujours les conséquences. Par rapport aux personnes qui bénéficient de droits dérivés, dans le sens où elles sont absolument dépendantes juridiquement et financièrement de quelqu'un, par exemple une femme au foyer qui voudrait quitter son mari ne bénéficie de rien. Si elle n'a pas du travail et si elle ne s'ouvre pas des droits, elle bénéficie de l'assistance. Quand je donne les cours à des jeunes, et notamment des jeunes étudiantes en assistance sociale, je leur disais toujours ne jamais écouter votre belle-mère qui vous dira ah, ce serait bien de rester à la maison pour le petit, etc. Oui, tout ça c'est très beau jusqu'au moment où le couple saute et un des deux, et le plus souvent encore aujourd'hui une femme, se retrouve sans ressources. Et ce genre de situation, nous rencontrons effectivement au CPS. Si les associations féministes s'emparent de la question depuis de nombreuses années, c'est bien parce qu'elles touchent à l'émancipation des femmes. Donc c'est un problème de genre parce que au départ, il a été mis sur pied parce que les femmes dans une époque assez récente restaient à la maison et ne travaillaient pas, et donc il fallait leur assurer des droits par rapport aux problèmes de la vie, mais en fait ça se base sur un modèle qui est désuet, un modèle patriarcal qui est dépassé. À savoir le modèle traditionnel du couple marié dont l'homme travaille et la femme reste à la maison pour élever les enfants. Aujourd'hui, la famille et le couple se vivent de mille façons différentes que les notions de chef de ménage et de cohabitant ne parviennent pas à refléter. Quand une personne rend visite à son ami ou à son ami le week-end, est-ce qu'elle cohabite avec cette personne? Quand un jeune couple vit quelques jours par mois chez un des deux, quelques jours par mois chez l'autre, et éventuellement quelques week-ends sur le mois chez un des deux parents, mais ce couple cohabite dans un modèle qui est radicalement différent de ce qu'on connaissait jusque maintenant. Donc voilà certainement une série de raisons pour lesquelles je pense qu'il faut faire évoluer cette législation. Faire évoluer la législation, mais dans quel sens et surtout de quelle manière? Très clairement. D'abord, faire en sorte que chacun puisse se constituer son autonomie. Et ça passera, quoi qu'on en dise, par l'accès équitable au marché du travail. 2, par une individualisation stricte des droits, avec comme première conséquence que chacun pourra continuer à faire les choix qu'il entend. Évidemment, on ne va pas stopper les droits dérivés du jour au lendemain. Ça ferait un drame social. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on propose, c'est de passer par une période de transition. Cette période peut être relativement longue puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui touchent encore des droits dérivés. Mais l'objectif est bien à terme que chacun bénéficie de droits propres, soit en rentrant sur le marché du travail, soit, par exemple, nous proposons de financer les droits des personnes qui sont actuellement bénéficiaires de droits dérivés avec une cotisation sur le quotient conjugal. J'ai lu dans le programme de 2009, donc il y a 5 ans, les élections précédentes, que le CDH faisait de l'individualisation des droits une de ses priorités dès le début de la législature. Voilà, nous sommes 5 ans plus tard. Il y a eu des progrès, on l'a dit,
dans la pension de survie. Mais ma question c'est pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite? Est-ce que l'individualisation des droits n'est pas une priorité en politique? Je crois que ça va pas très vite parce que c'est une question hautement délicate. Mais pour revenir, vous l'avez vu dans le programme de 2009, on l'a remis ici dans le programme et comme vous le savez, peut-être on a voulu travailler au niveau du CDH sur un pacte égalité hommes-femmes et c'est remis de faire des progrès pour ne pas... Je crois que c'est un sujet qui est très délicat et qui a des... Non, pas au CDH, mais de façon... Et je dirais que c'est peut-être même plus... C'est délicat entre les hommes et les femmes, quel que soit parfois le parti. Mais donc c'est vrai que moi je suis personnellement pour l'individualisation des droits, je suis effectivement pour la suppression du quotient conjugal, mais je sais très bien que ça ne va pas se faire, ça doit se faire progressivement, mais c'est clairement, le quotient conjugal est inéquitable et c'est un véritable piège pour l'emploi. Donc voilà, vous dites pour les femmes. personnellement, est-ce que le CDH... Oui, je dirais même, c'est remis dans le pacte, on a fait des grandes lignes, donc c'est noir sur blanc, donc c'est vraiment le CDH dans son ensemble. C'est parce que vous me posez la question pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite que je vous réponds. Je voudrais profiter du temps de parole qui m'est donné maintenant pour venir avec une petite réflexion, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la réduction du temps de travail et du blocage des salaires. Je trouve que ce sont des questions très, très syndicales, mais je ne suis pas toujours sûre. Oui, mais attendez, je ne suis pas toujours sûre. On a vu l'exemple français, que c'est parce qu'il y aurait une réduction généralisée du temps de travail qu'il y aurait forcément davantage d'équité entre les hommes et les femmes. Et la même chose pour le blocage salarial. Bon, on a quand même vécu des périodes sans blocage salarial, heureusement. Est-ce que c'est pour ça que les femmes, l'égalité professionnelle était plus importante? Alors, attendez, ce que je veux dire, c'est que moi, je voudrais vraiment mettre l'accent sur quelque chose qui se trouve dans notre pacte, qui est effectivement, c'est très jargonnant, et voilà, j'essaie toujours de trouver d'autres façons de l'expliquer, mais c'est de vraiment implémenter à tous les étages de notre Belgique les politiques de gender mainstreaming. Et donc là, c'est vraiment, chaque fois qu'on prend une décision, une réglementation, une loi, d'avoir l'obligation d'analyser ça à la lueur du genre. Et que ce soit dans les politiques, mais aussi au niveau budgétaire, le gender budgeting. Alors, il y a aussi l'analyse d'impact des réglementations, donc ce sont des questions sur lesquelles on a un peu avancé. C'est aussi très compliqué, il y a beaucoup de réticences, mais je crois que vraiment dans tous les domaines dont on vient de parler, si on avait cette lecture-là, si on avait cette obligation-là, voilà, on pourrait avancer. Alors c'est vrai qu'au niveau du fédéral, on a lancé pour la première fois, puisque cette loi date déjà depuis quelques années, mais c'est la première fois qu'on lance un plan fédéral de gender mainstreaming. Donc chaque ministre a eu l'obligation, au moins dans 2 politiques, d'appliquer, de se poser la question du genre, et c'est voilà comme ça qu'on a pu avancer avec les quotas, parce que je crois que c'est vraiment une mesure fondamentale, quotas au niveau de la fonction publique. Il y a des mesures peut-être moins spectaculaires, mais comme par exemple les titres de droit, des titres de service pour les indépendantes, les jeunes mères. Je crois que ce sont vraiment des choses qu'il faudrait généraliser et implémenter partout. Je vais juste interrompre, il y a un bruit de fond un peu chiant, je pense que c'est à cause de moi, puisque c'est moi qui chipotais le truc. Je vais diminuer un peu le son. C'est le son de la vidéo qu'on ne vous entend plus. Nous on entend cette vidéo. Voilà, c'est réglé. Très bien. Bon, désolé. Et donc effectivement, Dorothée Clay, par rapport à votre interpellation sur le fait que les sujets étaient très syndicaux, oui, c'est vrai. C'est tout à fait normal, hein, mais c'est parce que le thème c'était aussi l'égalité homme-femme, c'est simplement ça que je voulais... J'allais compléter, je sors de ma grotte là, mais j'allais compléter en disant qu'effectivement c'est des sujets qui sont effectivement très syndicaux, mais qui ont un lien direct avec l'égalité homme-femme. On parlait du blocage salarial, la représentante de l'Institut Égalité Homme-Femme, qui n'est pas syndicaliste,
a dit clairement que le système de fixation des salaires en Belgique, c'est-à-dire négocié entre les interlocuteurs sociaux, etc., avait permis de réduire cet écart salarial. Donc pour nous, dans chacune des questions, il y a un lien direct. Mais vous avez raison, hein, mais je crois malheureusement que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas de débloquer les salaires, voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. D'accord, on a entendu votre réponse sur l'individualisation des droits. Je vais passer maintenant à Zoé Genot. Bon, Écolo aussi énonce clairement l'individualisation des droits dans son programme. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire effectivement? On a vu qu'il y avait une difficulté de passer d'un système à l'autre. Comment on peut faire pour dépasser, alors les réticences dont Dorothée Clay parlait, les difficultés, comment on fait concrètement? Est-ce que vous avez un plan d'action? Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, en tout cas, pour la première partie à exécuter, c'est-à-dire supprimer le statut de cohabitant. Nous avons déposé une proposition de loi en 2006 à la Chambre, que nous avons déposée après chaque élection, qui vise à 2 objectifs. C'est supprimer le statut de cohabitant dans tous les régimes, aussi bien chômage que personnes handicapées, pensions et autres, mais aussi à relever l'ensemble des allocations au-dessus du seuil de pauvreté en 4 ans. Donc c'est une proposition de loi globale, et l'enjeu de cette proposition de loi, c'était d'arriver à ouvrir un véritable débat au Parlement. Parce qu'on était bien sûr ouvert aux amendements, on pouvait faire ça en 5 ans si on préférait, etc. Mais rien que ouvrir la discussion au Parlement a déjà été un véritable travail de titan, et je remercie les associations comme Vie Féminine et d'autres qui ont tout fait pour essayer que le débat se tienne effectivement au Parlement. La seule chose qu'on a réussi à obtenir, c'est qu'on envoie la proposition de loi à la Cour des comptes. On l'a envoyée une première fois à la Cour des comptes pour chiffrer la mesure. On a eu un premier chiffrage qui disait qu'il y a moyen d'individualiser et de relever l'ensemble des allocations pour 1 milliard. C'est revenu. Et ça n'arrangeait pas les partis, en fait, qu'on dise qu'en fait c'était totalement possible, parce qu'un milliard, c'est 250 millions par an de marge année bloquée en 4 ans, c'était totalement faisable. Donc on est assez content de cet avis, on a voulu relancer la discussion, on nous expliquait que ce n'était pas une proposition de loi mais un tract électoral et que la discussion était close. Législature suivante, on a réussi à ouvrir la discussion et ils ont redemandé un chiffrage à la Cour des comptes. Il faut vous rendre compte que quand on a fait des intérêts notionnels qui devaient coûter soi-disant 500 millions, il n'y a jamais eu aucune estimation de la Cour des comptes. Mais ma proposition de loi, elle a eu droit à une deuxième estimation de la Cour des comptes qui cette fois-ci l'a chiffrée à 3 milliards. Donc il faut croire que la méthodologie de la Cour des comptes est assez à géométrie variable, parce que c'est la première fois qu'il faisait ça. Donc on le voit, en effet, c'est pas un débat facile. Je pense qu'il y a encore une certaine mentalité un peu familialiste. Même si on avait une marge de manœuvre, il faut la donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Et ceux qui en ont vraiment besoin, c'est les familles avec un revenu. Et quand on a un autre revenu, même si la personne a travaillé et a cotisé pour ses droits, c'est quand même un revenu un peu moins important. Cette mentalité continue clairement à être présente au Parlement, et on le voit dans les mesures qui sont prises en matière de chômage où les cohabitants ont été touchés de plein fouet. Mon micro ne va plus. Donc, je s'arrête là parce qu'on a pris du retard dans le débat que j'essaye d'avancer. Et donc, je vais passer directement à Nadia Moscoufo. Pareil, quelle est la position du PCPGO en matière d'individualisation des droits? Ne répétez pas les constats, dites clairement vos propositions. Et voilà. Oui, je suis désolée de devoir chaque fois me répéter, mais c'est chaque fois la question du financement. Zoé l'a dit, c'est plus ou moins 1 milliard pour supprimer le statut de cohabitant. Et on fait tout un fromage autour de ce petit milliard qui ne représente rien. À côté de ça, on a donné des cadeaux aux entreprises qui a fait une perte de rentrée de 13,8 milliards. Personne ne s'est posé la question comment on allait faire avec ce trou. Ça, c'est une chose. Si je peux juste revenir sur le débat précédent. Non. Mais vraiment, on a déjà une demi-heure de retard. Ok, pas de souci. Donc je suis désolée, mais les échanges sont passionnants, mais voilà, on est pris par le temps. Donc le Parti Socialiste, je pense là aussi, l'individualisation des droits. En fait, c'est un débat qui ne fait pas vraiment débat entre les partis. Tout le monde a l'air d'accord de dire que l'individualisation des droits est importante, est essentielle. Comment ça se fait alors qu'on en est toujours aujourd'hui à des droits, un système où il y a encore des droits dérivés, des droits propres? Tout simplement, voilà, je veux juste confirmer devant la caméra qu'en effet, on est pour la réforme. Je pense qu'il faut être réaliste, il faut qu'elle soit progressive. Il faut l'individualisation, bien sûr,
de chacun des droits, des cotisations spéciales sociales individuelles. Je pense que si elle doit être progressive, c'est justement une question de financement. Je pense qu'il faut être clair par rapport à ça. Il y a des choix politiques et je peux rejoindre totalement Zoé sur ce qu'elle vient de dire sur l'attribution de cadeaux à des grosses entreprises. Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait c'est pas une priorité pour aucun des partis? Mais si ça peut être une priorité, je pense qu'il faut être juste correct sur savoir comment on la finance et on va chercher l'argent. Et je pense qu'on n'a rien dit d'autre que ça à un moment donné, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait autour de la table, une fois que les partis sont ensemble pour pouvoir former un gouvernement et de savoir comment on va financer toutes les politiques. C'est un peu ça en fait, c'est surtout ça. D'accord, merci. Gisèle Mandela, même question. Je pense qu'au FDF, ça a toujours été le cas. Au départ, on est parti par rapport à l'individualisation des droits, surtout pour les personnes handicapées, avec ces régimes de cohabitants qui pénalisent de ces faits, par exemple, les personnes handicapées. Mais on a généralisé. Pour nous, il est tout à fait normal qu'il faut individualiser les droits. Il n'est pas normal que les personnes aient comme ça cotisé ou par rapport à leur travail et qu'in fine, peut-être ne fût-ce que pour la pension, une fois qu'ils sont cohabitants, et ne puissent pas bénéficier de la même pension. On a pensé la pension de survie, la pension de veuve, Il faut de supprimer veuvage. le statut de cohabitant. Oui, nous on est tout à fait d'accord pour supprimer le statut de cohabitant, mais vraiment aller vers cette individualisation des droits. Et comme les autres l'ont dit aussi, nous on pense qu'il faut aller progressivement parce qu'il faut chiffrer, il faut vraiment renvoyer ça à la Cour des comptes pour venir avec des bons chiffres, parce que les chiffres aujourd'hui sont en train de varier. Il faut venir avec des chiffres exacts pour permettre en fait de quantifier cela et de voir ce qu'il faut faire. Mais on est totalement pour l'individualisation des droits et nous on est pour le maintien d'une allocation de chômage éventuellement qui soit supérieure aux revenus d'intégration sociale, parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'à force ou le fait de pouvoir cohabiter, d'avoir moins que si on était isolé. D'accord, je vais laisser nos deux buzzeuses qui n'ont pas eu le plaisir de siffler conclure la question. On ne peut que se réjouir d'entendre qu'il y a un consensus de tous les partis pour mettre en place une individualisation des droits. Toute la question, c'est dans le timing, quand on dit progressif. Moi, le combat de l'individualisation des droits, c'est un combat qu'on mène aux femmes CNE depuis plus de 20 ans, à mon avis. Et donc, on va nous dire c'est progressif, on peut encore nous faire attendre quelques années comme ça, et donc nous ne manquerons pas de le rappeler aux futurs élus que pour nous, en tout cas, c'est une priorité. Et on veillera à ce que soit inscrit dans les programmes politiques de constitution du gouvernement. La déclaration du gouvernement, bien sûr. Puisque c'est une priorité, il n'y a plus qu'à le mettre en place. C'est vrai que quand tout le monde est d'accord, c'est plus facile évidemment à mettre en œuvre normalement. On va passer au troisième.